Ben là, on est à la lumière parce que déjà, c'est pas Versailles ici. Donc, on va faire des économies d'électricité. Donc, éco-responsable. Donc, merci Clémence pour ton invitation renouvelée au JPO, un congrès très chaleureux. Et je vais vous parler d'un sujet d'actualité, atypique, mais d'actualité. Et quand on parle d'éco-responsabilité, ben on a tous une responsabilité, comme l'a dit Esther tout à l'heure, une responsabilité individuelle. Et on peut être éco-responsable d'écologie, du point de vue écologique, mais aussi au niveau économique, c'est-à-dire protéger le payeur, qui est notre sécurité sociale. Et souvent, ça va ensemble. Alors, voilà. C'est un sujet en fait qui est très transversal et dont on parle de plus en plus. Quand vous tapez dans PubMed ICAR Sustainability, vous trouvez une augmentation du nombre d'articles publiés depuis 2007-2009. C'est le Grenelle de l'environnement et c'est de plus en plus médiatisé. Et j'ai été frappé par la cohérence et l'exhaustivité du sujet, puisqu'il y avait eu presque une communication de 2 heures Retina au moins à l'automne. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Dans le Retina, j'ai fait une petite synthèse de cette communication qui était très intéressante. Un groupe dynamique, je vous montrerai le site internet pour si vous voulez rechercher des informations ou des conseils pour votre pratique quotidienne. Et en fait, j'ai repris les 6 R qu'on utilise en développement durable. C'est une blogueuse française qui est partie s'exiler au Canada, qui avait parlé des 5 R au début, puis ça a été repris. Donc, si vous voulez protéger notre belle planète, que ce soit au niveau... Alors, les postes de dépense de notre planète, les voilà. Vous avez l'énergie, l'empreinte carbone, l'eau et les déchets. Si vous voulez protéger, il faut utiliser la technique des 6 R, c'est-à-dire commencer. La première, c'est la meilleure, celle qui marche le mieux. C'est refuse. Donc, ce n'est pas une théorie de décroissant, mais la première, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je vais acheter ou ce que je vais consommer. Deuxième, repère. Si vous avez un objet cassé, vous le réparez, vous pouvez peut-être encore l'utiliser d'une autre manière. Reduce, c'est réduire la production des déchets en diminuant le consumérisme inutile. Par exemple, vos champs. Si vous opérez une cataracte et que le champ descend jusqu'au pied, il y a beaucoup de plastique. Réuse, c'est éviter les articles à usage unique, mais parfois aussi savoir les réutiliser. Beaucoup de publications indiennes sur la restérilisation des pinces à membrane à usage unique, par exemple. Et on voit qu'on peut l'utiliser 2-3 fois, puis après on perd au niveau du grasp un peu, mais on pourrait les réutiliser. Ça, c'est à voir après. On est limité par le législateur à ce moment-là, et par les instances. Et là, on verra qu'on a un travail aussi à faire là-dessus. Recycle, c'est-à-dire recycler ce que vous avez utilisé. Je finirai par une petite dernière vidéo de recyclage. Et réimagine, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire réfléchir, retravailler de manière transversale toute notre activité médicale et dans chaque point, que ce soit dans les différentes spécialités, dans le parcours patient de chez lui jusqu'à la clinique, puisqu'on sait que l'empreinte carbone, c'est le plus important, c'est-à-dire que ce n'est pas votre plastique de la cataracte qui pollue le plus, c'est la voiture qui l'a fait venir jusqu'à chez vous. Et on doit établir des liens significatifs entre nous pour se donner des trucs et astuces, vous verrez le site internet, et choisir un mode de vie plus durable. Voilà, les postes de dépense, je vous ai dit, énergie, eau, empreinte carbone, déchets. Quels sont les acteurs? Le consommateur, c'est nous, c'est le chirurgien. Vous avez vos choix. À votre propre niveau individuel ou au niveau des instances, des comités scientifiques ou plus haut. Vous avez aussi un choix de pression sur les volumes, un choix de pression sur l'industrie. C'est-à-dire que vous pouvez choisir vos implants, savoir s'ils ont été fabriqués à côté ou plus loin. On a une petite pression à notre niveau individuel. Et le législateur, là c'est plus difficile en général, c'est plutôt les sociétés savantes. Alors l'industrie, voilà, par exemple, vous choisissez un implant qui a été fabriqué made in France ou un implant fabriqué en Chine où vous n'aurez pas le même effet de serre, la même empreinte carbone. Mais vous avez aussi, par exemple, Johnson & Johnson qui est en train de travailler sur un implant. Quand vous jetez votre injecteur avec votre cartouche, en fait, vous jetez le plastique, un injecteur qui a une taille assez importante par rapport à la cataracte qu'on vient d'enlever, même avec les 3 sacs poubelles qui sortent avec votre patient. Et en fait, maintenant, on peut mettre une petite cartouche dans un injecteur restérilisable. Ça fait moins de plastique, c'est toujours ça. Et pareil pour vos canettes, on a des grosses bonbonnes de SF6, qui est un polluant éternel. Vous savez, le PFAS. Là, le week-end dernier, j'ai préparé le diaporama, puis après, je suis allé acheter des poêles inox et j'ai jeté tous mes poêles Tefal. Vous avez aussi, on peut essayer de réduire notre consommation de gaz ou utiliser des canettes plus petites. Là, c'est le côté pression sur l'industrie. Alors, le consommateur, c'est le chirurgien.
pourquoi il doit s'impliquer? Parce qu'on est de toute manière à la fin le seul garant de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des économies qu'on ne peut pas faire parce qu'on risquerait de faire perdre de la qualité de soins. On connaît le parcours du soin du début jusqu'à la fin. On est les seuls qui puissent voir à chaque point à travailler. On a une formation initiale dans les comités scientifiques pour l'introduire dans la formation des étudiants. Une formation continue, là c'est ce qu'on est en train de faire, on en discute, ou des discussions confraternelles. Nos relations avec la clinique, nos relations avec l'industrie et nos relations avec le législateur, si on est dans une société scientifique. Alors voici cet article publié aux États-Unis, juillet 2023, très récent. Comment les ophtalmologistes peuvent-ils décarboner leur activité médicale? Et vous voyez, on a la réutilisation de matériel jetable, recherche des alternatives, le sizing des champs stériles, je vous l'ai déjà dit. Mais on voit que la première question dans l'arborescence, c'est: en avez-vous vraiment besoin? Et ça, vous pouvez regarder tout votre parcours de chirurgie et on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éliminer. Et au plus petit niveau, bon là c'est un vidéorama, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces, mais si vous en avez, ça m'intéresse aussi. Vous savez que les vitréotomes maintenant, la bouche du vitréotome est très proche de l'extrémité et un embout biseauté, ce qui peut vous permettre d'économiser. Alors 80 €, ça permet d'économiser une dépense, mais c'est aussi une dépense énergétique et une empreinte carbone de consommer une pince. Par exemple, pour aller chercher un implant au fond, j'utilise plus de pinces. On peut aspirer le vitréotome en tenant le complexe sac implant, mais on peut aussi l'attraper sous l'épaule de l'implant, ce qui vous permet de ne pas sortir de pince. Pareil, on peut peler une membrane au vitréotome. Voilà, il suffit de la décoller sur les bords et puis on peut l'aspirer. Bon, là j'ai utilisé du colorant, mais on pouvait se demander est-ce que j'aurais pu ne pas sortir le colorant. Ensuite, bon, une règle de mon patron, il y a 15 ans, il m'avait dit, c'est le professeur Corbanic, Loïc, le meilleur colorant, c'est le sang. C'est un patient à qui on pèle la limitante interne dans le cadre d'un macroanévrisme artériel. Et puis à la fin, je n'ai pas sorti la bac flush, j'ai juste orienté mon irrigation. Et en aspirant, l'irrigation peut souffler délicatement sur l'hémorragie sans sortir de bac flush. Donc pas de colorant, pas de bac flush. Comment enlever l'huile de silicone? Un patient qui avait une déchirure géante avec une cataracte, je dois opérer la cataracte et enlever le silicone. Alors est-ce que j'utilise un pack en plastique avec le pack d'extraction d'huile de silicone, ou alors est-ce que j'utilise un trocard, une canule à voie lacrymale et une poche de 500 de BSS? Le plus facile, c'est quand vous opérez votre cataracte, bon, on fait le rexis. La cataracte se passe bien. Et puis quand c'est fini, il suffit de faire un rexis postérieur. Ça vous permet de mettre en communication l'incision de la phaco avec la cavité vitréenne. Et à ce moment-là, vous branchez là-haut, donc vous mettez votre trocard d'infusion, BSS, et avec l'infusion, en fait, vous allez pouvoir chasser le silicone par l'incision de la cataracte en faisant bailler. Alors on a une meilleure ablation d'huile de silicone parce que l'incision est plus importante qu'un simple trocard. Et à la fin, il vous suffira d'injecter votre implant dans le sac, bien sûr entre le rexis antérieur et le rexis postérieur. Bon, il faut bien viser, parce qu'on ne pourra pas dire au patient qu'on a voulu faire des économies, mais voilà, ça lui permet aussi au patient. Alors on est écologiquement responsable et économiquement responsable. Vous savez qu'un pack de vitrectomie, c'est 235 €, un viscous suisse contrôle pack 15 €, alors que là, ça m'aura coûté, 20 € et beaucoup moins de plastique, beaucoup moins de déchets. Et pour le payeur, qui est la sécurité sociale, on économise aussi une capsulotomie postérieure. Pour le patient, parce que le plus important, c'est le patient. Je vous ai dit tout à l'heure, on est les garants de la qualité, donc on ne peut pas faire ça au détriment du patient. Pourquoi j'ai fait cette technique? C'était même pas pour faire des économies écologiques ni financières, parce qu'en fait, j'ai fait l'économie de 2 sclérotomies. Il n'a eu qu'une seule sclérotomie, le risque infectieux est réduit. J'ai préservé le capital conjonctivo-ténonien lorsque on devra, si un jour le patient fait une hypertonie, j'ai préservé la conjonctive et la tenon. Le patient n'a pas eu de suture. J'ai augmenté le confort post-opératoire et le lavage de silicone était plus complet.
On doit rationaliser notre chirurgie. Et là, c'est intéressant parce que même dans une formation initiale d'étudiants, on voit pourquoi on fait chaque acte et est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire. Réévaluer les indications, on en a parlé tout à l'heure sur les membranes. On ne va pas opérer toutes les membranes. Alors là, c'est un peu de la décroissance. Toutes les tractions vitromaculaires, pareil, on a des trous de fermeture spontanée. On ne doit pas peler toutes les limites internes. Et le gaz, pareil, on sait que la Société européenne des produits chimiques est en train de bloquer tous les PFAS, tous les polluants éternels, c'est-à-dire le SF6, le C2 et le C3 risquent d'être interdits. Et la Société européenne de rétine est en train de travailler pour demander des dérogations pour qu'on puisse encore avoir ces gaz-là. Sinon, on aurait juste l'air, le silicone, et on se remettrait aux indentations. Alors le gaz, on peut essayer de ne pas l'utiliser, on verra tout à l'heure, mais là c'est une patiente âgée qui habitait à la montagne en fait, et je lui dis on va traiter la traction vitromaculaire sans gaz, et il suffit de couper, alors là l'ostéopère opératoire, alors je pense que l'empreinte carbone de l'ostéopère opératoire est plus importante qu'un simple microscope, mais bon, on a pu enlever la traction, j'ai pas mis de gaz. Voilà, j'ai paralysé le décollement postérieur du vitré, je me suis occupé que du pôle postérieur. On voit que dans le temps, ça s'est amélioré sans pelage, sans gaz. Le retour de la rétinopexie pneumatique, la même année, Retina, beaucoup d'articles sur la rétinopexie pneumatique, c'est-à-dire éviter les trajets et faire à the office l'injection intravitréenne d'air avec une séance de laser. Bon, nous, au niveau législation et au niveau de comité organisation scientifique, on ne serait pas dans les clous de ce qui est fait en France. Mais dans certains pays, c'est fait, ça marche, il y a des publications. C'est à revoir avec au niveau des organisations et des sociétés savantes. Le SF6, je vous ai parlé, 24 000 fois plus puissant, plus polluant que le CO2. Alors, c'est une erreur, pas plus puissant. L'air VS SF6, j'ai retrouvé 3 publications en 2022, très récentes. C'est-à-dire que l'air marcherait aussi bien que le SF6 si l'on positionne le patient et que l'œil est bien sec. Voilà. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur iFusten. Vous verrez, il y a beaucoup d'articles. C'est une mine d'informations pour repenser votre pratique médicale. Et voilà, une dernière. Est-ce que vous y pensez à faire ça quand vous faites un ptérygion, par exemple? Il faut récupérer votre pile dans le thermocutter et vous pouvez la mettre dans la télécommande de la télévision ou dans la Game Boy ou dans votre Game Boy. Voilà, et je pense que Clémence, le sujet te plaît parce que Clémence étant une amoureuse de la nature, j'ai mis une photo de toi. C'est vraiment... bravo, c'était très intéressant. C'est un peu régressif quand même pour certaines choses, il faudra s'y habituer. Puis l'érexis postérieure, ça file de temps en temps, mais en tout cas, c'est une très belle vidéo. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être pour... Finalement, Loïc, qu'est-ce que tu nous conseilles à notre petit niveau de chirurgien ophtalmo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus éco-responsable? Je pense qu'au niveau des... Je pense qu'il faut voir le parcours patient. Par exemple, les IVT, c'est de faire les 2 yeux le même jour. Puis au niveau du bloc opératoire, chaque matériel utilisé, que ce soit du champ stérile jusqu'à ouvrir, essayer de passer en un flacon pour toute la série d'IVT, le flacon de BTN, au lieu d'ouvrir un pour chaque patient. Voilà, éviter les unidoses. Et puis même au niveau des implants, on a des implants avec beaucoup de plastique, des implants moins de plastique, et la provenance de l'implant aussi. On réfléchit aux flacons, les bilatérales aussi. Oui. C'est pareil, en fait, tant que les organisations, les sociétés savantes ne conseillent pas, moi je fais les règles, je suis Oui, il ne faut pas se mettre dans la difficulté uniquement pour l'économie. C'est le principe de précaution, si on l'entend beaucoup. Et puis, pour les facos bilatérales, il y a un problème de codification en passant. C'est que tant que le deuxième acte est toujours sous-estimé, alors que tu rends service à tout le monde, c'est quand même un vrai problème. Sarah, je crois que tu as une question pertinente. J'espère qu'elle est pertinente. Quid des packs d'IVT? Parce que vraiment, les IVT, quand on en fait 10, 20, 30 dans une demi-journée, moi personnellement un petit peu mal au ventre, de dire ces sacs poubelles de packs, etc. Évidemment, tout en respectant le principe de précaution, la lutte contre l'endophthalmie. Et je sais qu'il y a des papiers qui sont sortis, mais voilà, dans ton expérience... Là, je suis en train de me battre avec la pharmacie pour enlever une pince bleue qu'on n'utilise pas, qui est en plastique, qui est jetée à chaque fois. Le nombre de compresses qui n'est pas obligatoire, le champ qui est le plus petit possible. Voilà, est-ce qu'on est vraiment obligé de marquer les 3 mm et demi? Il faut
peut le faire, oui, ou, voilà. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un badigeon à chaque fois, ou seulement pour certains types d'IVT, ou juste pour, par exemple, l'osurdex ou l'illuvien. Voilà, c'est essayer de voir... il faut regarder chaque objet est à traquer, en fait. Et Loïc, entre l'usage unique en totalité, l'autoclave, est-ce qu'on va parvenir à l'autoclave? Parce que moi, il y a des établissements, ils sont en train de revenir en arrière sur l'usage unique, beaucoup. On jette beaucoup de l'acier, etc. Donc c'est peut-être recyclé. Hein. Mais l'autoclave, ça reste quand même juste une machine qui soumette 15 boîtes de chirurgie de la cataracte, et normalement, c'est une ciel et tu l'utilises. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. L'autoclave, on consomme de l'énergie, on consomme de l'eau. Mais le matériel jetable, ça crée des déchets. Après, si le matériel s'abîme à l'autoclave, ben, on préférera du jetable parce qu'on ne doit toujours pas lésiner sur la qualité du soin. Donc ça, c'est à voir pour chaque objet, je pense. Tu vois, la livraison du pack, il y a des camions, ça vient pas de France, ça a pris l'avion, etc. J'aimerais bien connaître, tu vois, l'empreinte carbone d'un pack qu'on couvre par rapport à quelque chose que tu as sur place. Les instruments, tu les protèges. L'autoclave, ça fait 40, 50 ans. Je veux dire, les pinces à Rexis, on a des petits trucs pour éviter qu'elles s'abîment. Mais le bilan carbone de l'autoclave, il n'est pas si simple. Il y a de l'eau, il y a de l'énergie. Voilà, il y a de l'eau, de l'énergie, des produits polluants et plus de personnel. Comment ce personnel vient à l'hôpital. Enfin, le calculer un bilan carbone, c'est pas juste le matériel. Et je ne sais pas si le bilan carbone de l'autoclave a été... Il y a des bilans carbone sur la cataracte, les IVT aussi. Il y a beaucoup d'articles. Oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, sur Susten, c'est très, très publié. Sur la chirurgie rétinienne, non. Je pense que c'est... Après, si on veut faire, il faut faire d'abord des économies sur les grosses dépenses. Et vu que la chirurgie rétinienne est plus confidentielle, c'est pas là-dessus qu'il faut commencer. Mais à mon avis, il faut quand même regarder sur tous les sujets. Ben, bravo, merci. On va donc...